Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, mais aujourd'hui on voit sur les marchés pointer le rebond. Est-ce que ça durera? En tout cas, s'achève un mois d'octobre très perturbé, très chahuté avec de nettes corrections. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propositil, bonjour. Bonjour Audrey. Et justement, on fera le tour avec vous. Est-ce qu'on en a fini de ce contexte, de ce catastrophisme? Il y a une tradition de ces mois d'octobre chahutés, perturbés. On en parle régulièrement, ce mois d'octobre. Là, il a été allé peut-être un peu plus. Mais là, pourquoi vraiment il y a eu un tel retournement? Il y a plusieurs éléments, enfin une conjonction d'éléments négatifs. Mais à mon avis, ce qui s'est passé aussi, c'est que sur la politique de Donald Trump, il y a un changement d'opinion. C'est-à-dire que depuis un an, enfin depuis même plus, depuis son élection, on est dans une sorte d'euphorie aux États-Unis. On se dit c'est incroyable, il baisse les impôts, il dérégule, tout est merveilleux. Le protectionnisme qui était évoqué pendant la campagne, on l'a évacué en se disant c'est de la pure théorie politique, il fait ça pour être élu, il n'appliquera pas ce qu'il annonce. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même cette guerre commerciale, qu'elle a pris de l'ampleur, qu'à mois après mois, on annonce de nouveaux droits douaniers. Ça pèse sur l'économie, ça pèse sur l'esprit des investisseurs aussi. Et puis on se rend compte aussi qu'il a fait une relance budgétaire, puisqu'il a baissé ses impôts, mais sans financer ses réductions d'impôts. Donc c'est une véritable relance budgétaire en haut de cycle, non financée, qui augmente le déficit. Ça fait beaucoup de choses. Pour l'avenir, on se demande comment l'Amérique pourra contrecarrer le prochain ralentissement, s'il n'a plus d'outils budgétaires, si elle se repose juste sur la Fed qui, elle, actuellement remonte les taux. Donc ça fait une conjonction d'éléments sur Donald Trump. On se dit que finalement, il est passé de héros à zéro pour les marchés. Et ça y est, en fait, les investisseurs sont en train de se réveiller et de prendre conscience véritablement de cette politique et des effets. Oui, c'est ce qu'on peut dire, tout à fait. Donc, quels éléments pourraient conduire davantage à un scénario pire éventuellement? Parce que là, on se demande, est-ce qu'on a touché le plancher ou pas? Est-ce qu'on va vraiment aller vers un rallye de fin d'année ou est-ce qu'on va se retrouver dans une tendance compliquée? Et qu'est-ce qu'il va falloir réellement surveiller? Alors, il y a une chose, c'est que donc, sur les quelques mois qui viennent de se passer, on a un réveil sur l'action de Donald Trump, mais en toile de fond, on a une action des banques centrales qui devient de moins en moins favorable pour les marchés. C'est-à-dire que pendant des années, même quasiment une décennie, on a eu un soutien monétaire incroyable, des taux à zéro, des injections de liquidités. Des politiques très accommodantes. Très accommodantes. La Fed a été la première à inverser la vapeur. Et globalement, quand on prend toutes les banques centrales, les principales banques centrales de la planète, on arrive à des injections de liquidités qui disparaissent. Et là, ce tournant de la fin 2018, début 2019, on passe à des retraits de liquidités. Donc c'est plus la même musique. Et ça va être très difficile pour les banques centrales de négocier ce virage. Si dans le même temps, on a un ralentissement qui est lié à la guerre commerciale, si on a de l'inflation qui est liée effectivement à l'action de Donald Trump du protectionnisme qui fait monter les prix des produits importés aux États-Unis. Donc pour elle, la situation est vraiment compliquée. Lui, il s'est dédouané, il a fait sa politique, mais pour les banques centrales, c'est très dur à ce moment-là d'avoir une visibilité et une direction. Il y a un problème de timing en fait. Complètement. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à monter les taux. La BCE n'a même pas encore commencé, on va voir d'ailleurs si elle le fait, mais à monter les taux au moment où on va voir l'économie qui fléchit. D'ailleurs, on le voit, les chiffres de la croissance mondiale, parce que les échanges internationaux se réduisent, ralentissent, fléchissent. Donc là-dessus, on a vraiment des banques centrales qui sont à contre-courant, ou plutôt justement pro-cycliques, et qui vont dans le sens du ralentissement en plus. Oui, c'est ça. Elles suivent un cycle, peu importe les éléments conjoncturels indépendamment. Voilà, donc là maintenant, la vraie question, savoir, vous parliez du pire, le pire, ça serait effectivement un marché baissier, voire revivre ce qu'on a vécu en 2000 et 2008. Donc c'est cette action des banques centrales. Est-ce qu'elles vont être capables de s'adapter à la réalité ? Est-ce que la BCE va revoir ses anticipations pour l'année 2019 et dire non, finalement je repousse encore un petit peu? Est-ce que la Fed va ralentir le rythme? Ou est-ce que non, elles vont dire non, on continue, l'inflation est de retour? Là, on est vraiment dans le brouillard, alors que depuis 10 ans, ça paraissait simple. Elles injectaient des liquidités, c'était la partie facile du job. Et maintenant, il faut négocier la sortie. Là, c'est beaucoup plus dur. Et ça veut dire que ce manque de visibilité peut créer encore de l'instabilité vis-à-vis des investisseurs qui vont s'interroger. Et cette absence de perspective peut encore plomber les mois à venir. Complètement, oui. Alors, on n'est pas justement dans ce scénario du pire, mais on est vraiment dans une correction qui ajuste déjà des excès commis, parce qu'on était sur des valorisations sur certains secteurs, pas globalement, parce que c'est vrai que quand on regarde la moyenne des marchés, tout le monde dit c'est pas très cher, on est 16 fois aux États-Unis, mais enfin déjà c'est 16 fois sur les profits de l'année prochaine. Donc déjà on anticipe de la croissance qui n'est pas encore arrivée.
Mais il y a des secteurs qui sont très chers, il y a des secteurs qui ont été incroyablement plébiscités par les investisseurs. La tech, outre-Atlantique, le luxe. La première chose à laquelle on pense. Donc tout ça, effectivement, ça crée une dynamique assez étrange et il y a des corrections violentes. Quand on voit que Atos, parce qu'elle révise sa prévision de croissance de 2-3% à 1, chute de 30% en bourse, on se dit que la sensibilité aux mauvaises nouvelles est quand même très élevée. C'est ça, on est justement dans un parce que deux poids, des deux actions mesures. sont chères. Elle est dans le secteur des services numériques. C'est jamais un secteur qui s'était payé sur des niveaux comme elle se payait encore il y a 6 mois. On était sur des ratios très élevés, de 18-20 fois les résultats. C'était aberrant pour des sociétés qui ont très peu de croissance. 2-3, ce n'était pas non plus extraordinaire. Oui, ça ne crevait pas les plafonds. Donc là-dessus, il y a effectivement un réveil qui est, à mon avis, durable pour les semaines et les mois qui viennent. Avec des valorisations plus raisonnables. Là aussi, on revient à quelque chose de plus raisonné. Tout à fait. Parce que dans le même temps, les entreprises sont en train de nous dire sur les résultats qu'elles ne sont pas si sûres d'elles. On voit que la saison des publications en Europe a été très moyenne. Il y a quand même eu des grosses sanctions. Aux États-Unis, c'est plus simple. Il y a encore l'effet de la réforme fiscale. Donc il y a une forte croissance. Mais est-ce que ça ne cache pas une autre réalité sur le point de vue cyclique, notamment l'international? Donc on va s'en rendre compte petit à petit. Et ça sera intéressant justement de voir après la fin de cette saison de publication, donc on va dire entre le 15 novembre et la fin de l'année, si des sociétés annoncent encore des avertissements, publient des avertissements avant même le début de l'année 2019, parce que là on entrera effectivement dans une dynamique plus noire sur le côté économique, sur un ralentissement plus fort que prévu au niveau mondial. En tout cas. Et justement dans cette optique, quelle stratégie il va falloir adopter dans ce contexte justement pour aller vers cette année 2019? Déjà, il aurait fallu, alors nous, c'est ce qu'on avait conseillé à nos abonnés, c'était de générer plus de liquidités, d'alléger sur les titres les plus valorisés, de réduire l'exposition au marché. Maintenant, même ceux qui n'ont pas de liquidité peuvent encore réduire leur risque, vendre ce qui se paye très cher. Il y a encore beaucoup de sociétés qui se payent sur des valorisations très élevées. Il y a encore des points où on peut récupérer de l'argent. Oui, il y a encore des gains à faire. Et une fois qu'on a récupéré ces liquidités, il faut aussi réduire son risque dans son portefeuille. Donc vous avez des secteurs qui aujourd'hui ont été très abandonnés, mais malgré la tendance haussière. Il y a encore 2 mois, personne ne voulait entendre parler des pharmacies, des pharmaceutiques, des télécoms. Ça sont des secteurs qui sont un peu plus, on va dire, qui ont une plus grande visibilité, une récurrence de leurs revenus. Ça permet d'amortir le choc certainement. Donc ça, c'est des secteurs à privilégier. On parle souvent des rendements qui sont élevés sur les sociétés, notamment en Europe. Là-dessus, il faut être mesuré, c'est-à-dire qu'il y a un rendement fiable dans la durée et le rendement qui a été gonflé parce que les entreprises étaient euphoriques et qu'elles ont monté leurs dividendes. Donc là-dessus, il faut vraiment essayer de cibler celles qui ont un historique, une fiabilité dans la récurrence de leurs dividendes et éviter celles qui ont eu, parce qu'elles ont vu leur croissance s'accélérer, qui ont tout d'un coup été pris d'enthousiasme. Un effet d'essoufflement, éviter oui, cet et effet. vous avez quand même des sociétés qui, aujourd'hui, versent des dividendes et qui n'ont pas les moyens de ces dividendes, qui empruntent, qui même puisent dans leur trésorerie pour verser des dividendes. Ça, c'est très dangereux dans le contexte actuel et donc c'est à éviter ce genre de société. Il y a peu de temps, sur ce plateau, on a évoqué les mines d'or. Ça permet aussi de décorréler son portefeuille un petit peu du reste de la cote. Là aussi, le secteur est au plus bas en termes de valorisation. Donc c'est intéressant. Pour le reste, éviter les groupes endettés, puisque avec des taux qui montent, ce n'est pas vraiment le bon timing. Et ne pas se laisser, je dirais la dernière chose, ne pas se laisser plomber moralement par les publications d'analystes. C'est-à-dire que c'était assez drôle, il y a 2 mois, tout le monde était dithyrambique sur des sociétés comme Atos, Valeo. Oui, on a vu le retournement. Et en 1 semaine, on voit des sanctions tomber, je passe d'achat à vendre, avec un objectif divisé par 2. Alors bon, là, il y a des choses très intéressantes dans les études d'analystes, mais quand on voit des objectifs qui sont divisés par 2 en 1 semaine parce qu'il y a eu un profit warning ou un sales warning sur une société, il y a un impact le jour de l'annonce, mais c'est pas ça qui fait le... Il faut raison garder dans la stratégie à adopter. Merci Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propose Utile. Merci d'avoir été dans Ecorama.